Bonjour et merci à tous de nous faire l'amitié de nous consacrer les précieuses minutes de votre temps pour vous connecter à cette chaîne que nous avons consacrée aux Camerounais afin qu'ils puissent choisir à l'élection présidentielle 2025 le candidat le plus pertinent, le plus à même de résoudre leurs problèmes. Dans cette vidéo, nous allons présenter en quoi est-ce que, à partir des programmes politiques que nous avons, les Camerounais qui veulent devenir présidents au Cameroun sont plutôt dangereux pour le Cameroun. Compte tenu de l'importance de la conclusion à laquelle nous allons arriver, il est important que beaucoup de Camerounais s'abonnent et que ceux qui sont abonnés ou ceux qui sont en train de voir mettent des likes pour que les Camerounais puissent être touchés au maximum. Alors, nous sommes arrivés la dernière fois à la présentation de ce schéma directeur du Cameroun, des conditions dans lesquelles nous arrivons en 1960 à une souveraineté, à une indépendance du Cameroun. Parce qu'il faut bien le dire, c'est en 1960 que naît le Cameroun. Le Cameroun n'existe pas avant en tant qu'entité juridique. La première entité juridique du Cameroun, celle qui nous a permis de délivrer son schéma directeur, c'est le statut de 1957. L'architecture complète du Cameroun. Et pour bien comprendre l'architecture complète de ce Cameroun, nous avons reschématisé la situation du Cameroun en 1957. Nous avons montré que le Cameroun avait d'un côté les Occidentaux, les Occidentaux exploitent des richesses et obtiennent des rentes. Et c'est les mêmes Occidentaux qui font la production des biens. Nous avons de l'autre côté les indigènes qui vivent de la nature et qui se contentent de cette partie numéro 1. L'environnement qui est composé de la rente et du vivrier. Et en bas, nous avons l'administration. L'administration est aussi divisée en administration centrale et administration locale. Nous avons montré que l'enjeu était la rente. Donc, tout se joue autour de la rente. Et le débat qu'il y a aujourd'hui de savoir qui voulait la colonisation et qui ne voulait pas la colonisation se comprend très bien ici. On dit que le Cameroun a été remis aux personnes qui ne voulaient pas l'indépendance, alors que ceux qui voulaient l'indépendance ont été tués. Mais c'est une information à corriger le plus rapidement possible à la lecture de ce schéma. Il y a un ouvrage qu'on appelle l'ouvrage Capitalisme et nationalisme au Cameroun, un ouvrage écrit par un certain Martin René Atangana. Et il a publié cet ouvrage à la Sorbonne en 1998 qui montre que l'enjeu au Cameroun n'était pas le Cameroun, mais c'était la rente. La rente. En réalité, la rente met en face à face deux parties du Cameroun. Nous avons dit que les Occidentaux sont ceux qui font l'exploitation des richesses et font la production des biens. Mais pendant qu'ils y sont, il y a des Camerounais qui sont entrés dans la rente. Depuis, les Camerounais sont soit employés dans les champs, soit employés dans les usines et les entreprises, et certains Camerounais ont déjà des entreprises. Donc, il y a une compétition qui se livre ici entre les Camerounais qui ont des entreprises et les Occidentaux qui ont décidé de faire de ça l'objet de leur présence au Cameroun. C'est ici que va se déclencher le vrai conflit entre les Occidentaux et les locaux. Les Occidentaux se trouvent en situation précaire parce qu'ils n'ont pas la main mise sur le territoire. Les locaux sont en situation défavorable parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour faire la compétition aux Occidentaux. Donc, voilà où la situation se déclenche. Elle n'a rien à voir avec une colonisation quelconque. C'est une histoire de capitalisme. Alors, les Occidentaux veulent améliorer leur situation, veulent sortir de cette précarité. Il n'y a pas de solution autre que d'annexer la partie 1, ce qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ont l'obstacle des traités et des accords de tutelle.
Nous avons rappelé que les accords de tutelle interdisaient aux Occidentaux de changer la configuration du commandement traditionnel. Il était formellement interdit aux Occidentaux d'être propriétaires terriens. C'est écrit dans les accords de tutelle. Pour qu'ils puissent donc sécuriser leur rente, il fallait modifier ces dispositions juridiques. Ils avaient déjà réussi à fragiliser le commandement traditionnel en politisant le commandement traditionnel. Il y avait beaucoup de petits partis et les partis sont devenus tribaux. Ils ont compris que la rivalité entre les tribus va fragiliser le commandement traditionnel. Et comme le commandement traditionnel va être fragilisé par le fait que certains Occidentaux venus pour l'exploitation des richesses ont réussi à s'introduire dans l'administration. C'est le cas de Léopoldo Jouvin, c'est le cas de Gaston Donat, il y a plusieurs cas. Ils ont réussi à s'introduire dans l'administration. Ça veut dire que l'administration est suffisamment polluée, fragilisée et émiettée. Il est donc question d'amener les Camerounais à demander eux-mêmes la gestion de leur pays. Comme ça, l'administration étant fragilisée, les Occidentaux vont réussir à exploiter les richesses en toute quiétude, sachant qu'ils n'ont aucune opposition venant d'un commandement local. Voilà la stratégie occidentale. Ils ont réussi à fragiliser l'administration par des mécanismes des étrangers camerounais, des Camerounais étrangers, par la multiplicité des partis politiques, par l'intrusion des Français des étrangers dans l'administration, et ainsi, ils peuvent donc fragiliser le bloc 1 et sécuriser leur rente. Les Africains, les Camerounais, les locaux qui sont dans la rente entrent dans ce qu'on appelait la piraterie, la destruction. Ils se mettent donc à inquiéter les Occidentaux pour les expulser du Cameroun pour qu'eux, ils restent dans la rente. Voilà le match. Alors les Occidentaux se disent, OK, il faut inciter ces gens, ceux qui sont dans la rente, à aller demander l'indépendance pour donner l'impression qu'on va réussir à les chasser, sachant que c'est ici qu'on donne l'indépendance. Et quand on va donner l'indépendance, comme si ceux-ci seront fragilisés, c'est eux qui vont commander le territoire. Ils incitent donc les Oumniobé et les autres qui ont un parti syndical, je l'ai rappelé. Le parti est la fabrication syndicale de Gaston Donat. On va donc les inciter à aller déclencher le processus d'indépendance parce que les Français eux-mêmes, les Occidentaux, ne pouvaient pas déclencher le processus d'indépendance. Ils ont poussé ceux de la rente à aller déclencher le processus de l'indépendance. Alors, ils vont donc aller déclencher le processus de l'indépendance en les envoyant aux Nations Unies, dire aux Nations Unies qu'ils sont assez mûrs pour commander eux-mêmes le Cameroun. Et c'est ainsi que le processus d'indépendance se déclenche. Quand le processus d'indépendance se déclenche, c'est à ce moment-ci que les Africains, les locaux qui sont là, se rendent compte que c'est ici qu'on prend l'indépendance. Ils reviennent donc ici pour prendre l'indépendance. Ils se rendent compte qu'ils sont en minorité, qu'ils ne peuvent pas faire leur diktat à partir d'ici. Ils ne peuvent pas neutraliser l'administration pour que l'indépendance profite à eux dans la rente. Ils entrent donc dans la, dans la violence. Et c'est comme ça qu'ils sont suspendus pour ne pas participer aux élections de 55 qui vont conduire aux différentes assemblées, notamment à l'Assemblée territoriale. Voilà comment est-ce que ceux-ci sont un peu à l'écart. Et on a donc ceux qui sont les Camerounais qui ont réussi à entrer, eux, les intellectuels, par l'administration, eux, ils savent que nous ne sommes pas assez mûrs, que le Cameroun est encore fragile ici pour avoir l'indépendance. C'est pour ça qu'ils font face à ceux-ci en leur disant, vous pouvez les chasser, mais quand on va les chasser, on va arriver ici, on n'est pas assez mûr pour gérer, c'est eux qui vont revenir gérer
attendons pour prendre l'indépendance. Voilà le deuxième camp. Le deuxième camp, c'est ceux qui sont ici, qui connaissent que l'administration centrale est fragile, est faible, n'a pas les moyens juridiques, techniques, intellectuels pour gérer un État. Ils disent à ceux-ci que non, ce n'est pas le moment. Ceux-ci s'entêtent, ils croient que c'est le moment. Ceux de la rente, ceux des syndicats, on leur dit non, vous ne pouvez pas encore gérer le Cameroun. Voilà comment eux, étant pressés, se rendant compte ici, c'est difficile à gérer parce que les Occidentaux, c'est eux qui gèrent ici. Ils sont donc obligés d'entrer dans la violence et c'est comme ça qu'ils n'arrivent pas. Voilà le schéma qui montre qu'il y a des Camerounais qui voulaient l'indépendance, d'autres qui ne voulaient pas l'indépendance. Ça ne se situe pas au niveau de l'indépendance, ça se situe au niveau de la rente. Comment sécuriser la rente? Alors, c'est dans ces conditions qu'ils seront donc absents du processus d'indépendance. Ça va donc se jouer entre les Camerounais qui ont choisi, eux, de gérer la partie politique, la partie administration. André Marine Bida sera donc le premier à conduire le Cameroun dans cette situation. Malheureusement pour lui. Lui aussi croit qu'il faut être brutal, que l'administration doit être brutale. Il inquiète donc les Français. Parce que s'il est brutal, ça veut dire qu'il va garder le contrôle de l'administration. Et en gardant le contrôle de l'administration, il va inquiéter la rente. L'enjeu, c'est la rente. Il n'a pas pu comprendre que l'enjeu, c'était la rente. Il croyait que l'enjeu, c'est qu'il faut avoir la maturité de maîtriser le territoire. Il est un administratif pur. Il n'a pas la finesse de comprendre que ce n'est pas ici l'enjeu. L'enjeu, c'est là. Et chaque fois qu'on est très dur là, on inquiète la rente pour les Occidentaux. C'est comme ça que l'Aïdjo, lui, comprend très vite qu'il faut montrer aux Français qu'on ne va pas inquiéter la rente. C'est pour ça que les Français le préfèrent à André Marine Bida. Ce n'est pas les Français qui décident. C'est que ça se joue, ils ont l'expérience politique pour savoir mobiliser les forces politiques pour soutenir un candidat ou un autre. Ils ont l'expérience de la politique. Donc, quand ils savent manipuler les partis politiques, ils arrivent à faire tomber André Marine Bida à la place d'Aïdjo, qui lui offrait des garanties de sécurisation de la rente. Voilà comment est-ce que Aïdjo arrive en 1958. En 1958, donc, c'est lui qui va conduire le Cameroun à l'indépendance en tant que Premier ministre. Mais les Français n'ont toujours pas oublié que eux, leur problème, c'est que l'administration centrale soit fragile. Et ils savent qu'elle sera fragile. C'est ce que dit Jean-François Bayard dans son ouvrage Union nationale camerounaise. Il dit que l'administration étant fragile, il savait qu'avec cet émiettement, il n'y aura que le désordre et eux, ils vont prendre le contrôle du territoire. C'est pour ça que le président Aïdjo est le concepteur de cet équilibre. Il se dit qu'il faut garder le statu quo, protéger, il va le dire formellement dans son discours. Le discours est repris dans cet ouvrage. Le discours du 1er janvier 1960. Il est encore Premier ministre, il faut bien le noter. Il va bien le dire, il va dire que la situation du Cameroun va rester telle qu'elle. On va sécuriser la rente de nos amis occidentaux. Nous allons garder le contrôle du territoire et comme ça, nous allons rester de bons amis. Mais il glisse deux choses importantes dans ce discours.
que je peux qualifier de testament. Et c'est ça qui doit attirer l'attention des partis politiques aujourd'hui. La première chose qu'il dit, c'est qu'il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout des autres. C'est une phrase de son discours. Parce que la production des biens était uniquement occidentale. Et l'administration vivait de ces biens pour faire fonctionner les conditions de vie sociale. Donc, il fait quand même glisser que son action va consister à essayer de camerouniser la production des biens, tout au moins. La deuxième chose qu'il glisse dans son discours, c'est que les conditions de naissance sont les garants sûrs de la croissance du pays. Voilà la clé du développement du Cameroun. Les conditions, c'est lui l'architecte de la structure du Cameroun. Comment peut-on avoir la prétention de résoudre les problèmes du Cameroun sans repartir au schéma directeur de la personne qui a conçu le Cameroun? Parce qu'il faut bien le dire, le Cameroun naît en 1960. Le Cameroun n'est pas une entité juridique avant 1960. Le Cameroun n'existe pas en tant qu'entité juridique avant 1960. La première entité juridique, et Haïdjo le décrit clairement dans son discours. Le territoire camerounais est un conglomérat de tribus qui se font la rivalité, qui se font des combats. Le Cameroun n'est pas une entité avant 1960. La personne, l'architecture du Cameroun est conçue par le président Haïdjo. Récupérant l'architecture du statut de 1957, il élabore, il renforce cette constitution du Cameroun et donne le guide de fonctionnement du Cameroun. Les conditions de naissance du Cameroun sont les garants sûrs de la croissance de notre pays. Parce qu'il sait, lui, comment il a organisé cette structure. Et il sait. Parce que quand il prend le pouvoir en 1958, les Français sont sûrs qu'il ne va pas tenir. Ils savent qu'ils ont complètement émietté le champ politique. Toutes les tribus ont un parti politique. Ils savent qu'ils ont pollué l'administration de Français et de Camerounais français. Ils savent qu'ils ont greffé le Cameroun, l'administration locale ne peut pas tenir. Ils savent que de toutes les façons, ils vont revenir. C'est pour ça que c'est le 1er janvier 1960 que le Cameroun devient indépendant. Mais c'est en mai que Haïdjo devient président du Cameroun. Entre-temps, il a traversé 2 étapes. La première étape, c'est celle de valider la Constitution. C'était un référendum de février 1960. Et le premier échec qu'il a, c'est que la Constitution n'est pas acceptée. Elle est acceptée sur 11 circonscriptions. 10 circonscriptions du Cameroun disent non à la Constitution. Ça, c'est la première étape. Je comprends que c'est complexe. La deuxième étape, c'est l'élection législative de 1960, après la Constitution. Et là, même les entreprises, même les Français savent qu'il va rater. Il n'y a que 3 entreprises sur la totalité des entreprises qui occupent le Cameroun qui vont voter pour le président, pour que le Premier ministre devienne président dans une élection législative. Tout le monde, les Français savaient que c'est fini, le Cameroun va entrer dans le chaos, ils vont se bagarrer pour être président, et comme ça, quand il y aura le chaos, ils vont reprendre pour sécuriser leur rang. Mais ils n'ont pas compté sur la finesse de l'homme.
Parce que lui, il avait grandi au sud, même représentant les Fulbe. Il avait grandi au sud. Et c'est comme ça que Okala et le chef Kamdem, et je crois, oui, le chef Kala et Assali vont lui permettre de gagner l'élection législative de 1960. Et c'est comme ça qu'il devient président le 7 mai 1960. Donc Ahidjo sait très bien quels sont les problèmes qui se présentent pour que le Cameroun soit en équilibre. Il sait très bien qu'à ce moment-là, il a fondé une petite équipe. Il faut qu'il impose son pouvoir. Et une chose pour montrer qu'il va le sauver, c'est que le Cameroun adhère aux non-alignés en 1961. Les non-alignés, c'est ce mouvement de personnes qui ont compris que ce n'était pas l'indépendance qu'on nous donnait. On nous donnait une prison dorée à l'ONU. Ce n'était pas l'indépendance. Ils ont compris que c'était un jeu pour mieux emprisonner les Africains et récupérer la rente. C'est ça le mouvement des non-alignés. Nehru, Nasser, Nkrumah. C'est ce mouvement des non-alignés auquel Ahidjo adhère et se rapproche de Tito, du maréchal Tito. En se rapprochant du maréchal Tito, il lui donne la recette parce que la Yougoslavie a ce même émiettement tribal avait ce même émiettement tribal que le Cameroun. C'est pour ça qu'il entreprend de purger d'abord l'administration centrale en refondant les partis pour donner le parti unique. C'est dit qu'il faut rendre cette administration forte. Et c'est comme ça qu'en 1966, il rend l'administration forte. Il n'y a plus une multiplicité de partis politiques. Il est donc ici. Et plus tard, il va se dire, voilà pourquoi il refuse la double nationalité. Il dépollue l'administration des intrus. Quand on est dans l'administration, on est Camerounais. Voilà la disparition de la possibilité d'avoir la double nationalité. C'est pour ça qu'il gère la nationalité. Il faut dépolluer l'administration centrale. Et quand il réussit donc à dépolluer l'administration centrale, en 1972, il réécrit une constitution. Et dans cette constitution, si on prend le préambule de la constitution, il décide de chasser l'Occident. La première phrase, c'est que les Camerounais, dans leur diversité, acceptent de vivre leur authenticité, leur identité. Après avoir vécu leur identité, eux-mêmes vont exploiter leurs richesses. Ils les chassent. Donc ici, ils créent donc une administration qui produit les richesses, une administration qui exploite les richesses, parce qu'il y a deux volets qu'il va créer, l'administration qui exploite, qui produit les richesses. Donc il garantit la rente. Elle devient camerounaise. Il purifie tout ce qui pouvait diviser l'administration. Et c'est là-dedans que le fédéralisme s'en va. Parce que le fédéralisme était une des divisions de l'affaiblissement de l'administration. Une administration forte. Il la veut forte, capable de gérer l'exploitation des biens en même temps qu'elle gère le système local. Un parti politique unique qui neutralise les rivalités entre les tribus. Voilà comment il donne l'architecture de son pays. Voilà le guide de l'architecture du pays. Donc, c'est le schéma directeur du Cameroun. Mais quand vous lisez les programmes politiques, ce qui fait peur, c'est que toutes les propositions qui sont faites
sont des propositions du retour à l'affaiblissement de l'administration centrale. Nous avons déjà achoppé en réintroduisant le multipartisme. Donc, on a redisséqué. Et la preuve, c'est que les partis politiques sont de nature tribale aujourd'hui. Nous avons recommencé. Nous voulons introduire la double nationalité pour repolluer l'administration. Les propositions. Nous voulons redonner la rente aux institutions privées sans financement. Or, cette rente viendra de l'Occident. Les financements viendront de l'Occident. Beaucoup de gens proposent même le BOT parfois. Ça veut dire que les partis politiques camerounais proposent exactement ce qui, au moment du Cameroun, avait déstabilisé, rendait le Cameroun vulnérable à l'Occident. Quelqu'un a fabriqué sa machine, il a pris des décisions pour que sa machine soit solide. Et des personnes viennent aujourd'hui nous proposer exactement le contraire de ce que lui il a dit pour que la même machine fonctionne. Est-ce que c'est normal? Il n'y a pas quelque chose d'inquiétant. Dans la sagesse africaine, on dit quand vous retrouvez deux fois en bourse au pied du même arbre, vous êtes en train de vous tromper. Sachez que vous êtes perdu. Alors la situation que nous avons aujourd'hui, les partis politiques nous présentent exactement des propositions dans leur programme politique qui sont le contraire de ce que le concepteur du schéma directeur du Cameroun avait conçu pour le Cameroun. Et ils ont la prétention d'utiliser ces contraires pour résoudre le Cameroun. Donc, tout se joue dans la fragilisation de cette administration. Voilà pourquoi j'ai estimé qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ces gens qui viennent résoudre le Cameroun sans avoir le schéma directeur du Cameroun. Ils ne peuvent pas apporter de solution. À la limite, ils sont dangereux pour le Cameroun parce qu'ils nous apportent des solutions qui vont nous ramener à la situation de 1957, qui nous mettait à la merci de l'Occident dans la rente. Et ainsi, ils ne peuvent pas apporter de solution à notre pays. Dans les prochaines vidéos, nous allons montrer justement comment est-ce que, et c'est là que le système, le régime actuel a échoué. Il a échoué parce que Paul Biya qui connaît, parce que Paul Biya était avec le président Ahidjo depuis 1962. Et aujourd'hui, c'est la révélation que je fais. C'est pour ça que, malgré tout, Ahidjo avait su que la personne qui pouvait comprendre le schéma et conduire le Cameroun vers la croissance, parce qu'il avait dit que les conditions d'essence du Cameroun sont la croissance, les conditions d'essence du Cameroun sont les garants sur la croissance du pays. La personne qui, depuis 1962, cheminait avec lui dans cette construction de ce schéma directeur, c'est Paul Biya. Donc, c'est le seul qui pouvait conduire le Cameroun vers la croissance. Et le président Paul Biya a tenu dans cette continuité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit, il garantit la continuité. Le premier discours de Paul Biya, c'était sur la continuité. Il l'a dit. Et il a garanti la continuité en formalisant à travers des textes écrits ce qui devait être fait. Mais malheureusement, et c'est là que nous allons venir la prochaine fois, ceux qui ont été chargés n'ont pas compris. Son équipe n'a jamais compris le schéma directeur. Il y a le guide du schéma directeur à travers le texte de la décentralisation. Le premier texte, c'était celui du statut général de la fonction publique qui transformait l'administration publique d'une administration de carrière, celle qui est fragile, en une administration de poste de travail. Jamais, jamais
les ministres de la fonction publique n'ont pu appliquer le statut général de la fonction publique qui a fait cette opération. Parce que le peuple, il sait qu'il faut une administration de production. C'est à quoi renvoie l'administration publique des postes de travail. Et c'est pour ça que le poste de travail est lié au budget. Quand vous lisez cette administration, le problème, c'est que ceux qui étaient en charge de mettre en œuvre les guides pour l'opération, c'est ça le point d'achoppement. Ils n'ont jamais compris le texte sur le statut général de la fonction publique. Ils n'ont jamais compris la décentralisation. Voilà le schéma de la décentralisation. Il suffit tout simplement d'opérationnaliser ça. Ils n'ont jamais compris la loi portant régime financier qui transforme le Cameroun d'un budget des moyens en budget programme. C'est ce que nous allons essayer de voir la prochaine fois. Comment est-ce que l'administration n'a pas pu être dépolluée? D'abord, comment est-ce qu'elle a été complètement polluée? Nous allons décrire la pollution de l'administration. Comment l'administration a fait pour être polluée à ce point? Et comment les gens ne comprennent pas que c'est le statut général de la fonction publique du Cameroun qui devait dépolluer l'administration pour faire une administration forte, capable d'impulser tout le mécanisme. Les opposants camerounais ne parlent pas du statut général de la fonction publique, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas quelle est la différence. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Alors la vraie question est celle-là. Comment est-ce que quelqu'un finit d'écrire, finit de construire sa machine? Il vous la donne. Vous voulez résoudre les problèmes de cette machine sans rentrer dans le schéma directeur de la machine. Ce n'est pas possible. Donc les opposants camerounais sont dangereux. Les programmes politiques qu'on nous présente sont dangereux. Ces programmes politiques nous ramènent à la situation de 1957. Dans leur programme, on est clair que nous allons redevenir à la solde de l'Occident, avec le prétexte que nous nous libérons. Je vous remercie pour votre aimable